implique la création d'applications pouvant s'exécuter indépendamment sur des appareils mobiles. Ce midi, après le métier de développeur web, on s'intéresse au métier de développeur mobile natif dans coaching numérique. Viande de brousse prisée par certains, on s'intéresse à l'élevage des holacodes en Afrique et donc au Bénin. On va clôturer la session du jour par le débat qui s'intéresse à la gestion des conflits au sein du couple. Gestion donc des conflits. Peut-on saisir le patron de son conjoint ou de sa conjointe? Gardez votre position. Les avis seront partagés tout à l'heure. Mais déjà, installez avec moi ma première rubrique, coaching numérique. Le lundi dernier, on s'intéressait au métier de développeur web. Cette fois-ci, on s'intéresse plutôt au métier de développeur mobile natif, toujours avec notre expert en intelligence artificielle et digitaliste, Ansbe Abalo. Bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Comment vous allez? Ça va bien. Et le week-end, ça a été? Vous avez bien entamé cette journée, cette semaine? Oui. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais bien qu'on fasse un petit résumé, un petit rappel de ce qu'on peut retenir du métier de développeur web, tout ce qu'on a eu à dire la dernière fois. Très bien, merci beaucoup Madame Rebecca. Alors, la dernière fois, on a parlé du métier de développeur web. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, à l'ère de la digitalisation et des systèmes embarqués, c'est un métier qui marche très bien. Est-ce que vous voyez? Et un développeur web, c'est quelqu'un qui met du contenu web, d'accord, sur différents serveurs en ligne et qui permet à X ou bien à Y d'avoir l'information sur un produit, un service, une prestation, un événement ou bien même une personnalité. On a des gens qui développent des sites pour des personnalités publiques, etc., etc. Donc voilà un peu ce qu'on peut comprendre. Et pour avoir les compétences en développeur web, en développement web, il faut faire des formations. D'accord, dans ce sens, il faut avoir les compétences de rédacteur web, il faut avoir des compétences en graphisme et il faut avoir maintenant des compétences en code informatique et en algorithme pour la logique et la compréhension. Donc en gros, c'est que pour être un bon développeur web, il faut être multitâche. Exactement, il faut être multitâche pour être avant des développeurs web. Et on avait... Oui, allez-y. On avait dit que pour devenir développeur web, on a besoin d'une formation de courte durée. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Avec une formation sur 3-4 mois accélérée, vous pourrez avoir des compétences en développement web. Sous d'autres cieux, ce n'est pas extraordinaire d'être développeur web. Mais en Europe ou sous d'autres cieux, il y a des enfants de 10 ans, 15 ans qui développent des sites web et qui vivent de ça. Est-ce que vous voyez? Et c'est cette culture, en tout cas, nous remercions l'ORTB pour l'initiative du coaching en numérique parce que ça permet à plus d'un d'avoir l'information. C'est pas forcément quelqu'un qui a fait bac C ou D ou G2 qui peut embrasser un féru. Non. C'est le système d'apprentissage maintenant. C'est un peu comme un tailleur. Tu vois ton tailleur faire, ton maître tailleur faire. Tu le fais. Et tu le fais. Tout à fait. D'accord. Donc c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup pour ce rappel. Alors cette fois-ci, on s'intéresse plutôt au métier de développeur mobile natif. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux métiers? Tout à fait. Je vais donner la différence sur deux niveaux. Alors, le premier niveau, vous voyez nos smartphones aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se lever sans aller sur WhatsApp, sans aller sur Facebook. Donc, vous allez constater qu'il y a une version applicative directement téléchargeable sur Play Store ou Apple Store. Et puis, il y a une version web où tu tapes www.facebook.com. Donc, voilà la différence. Donc, la version avec laquelle on fait WhatsApp web, par exemple? Exactement. Ça, c'est un développeur web qui a développé ça. Par contre, la version où tu vas sur Play Store et tu télécharges WhatsApp sur Play Store, ça, c'est une application mobile. Et il y a des gens qui sont spécialisés dedans. Quelqu'un qui fait du web peut ne pas être forcément quelqu'un qui fait du mobile. D'accord. Donc, il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, il y a le marché de Apple Store, sur lequel tu vas pour télécharger des applications. Et ça, ce sont des développeurs qui sont spécifiques dedans, qui développent des applications mobiles et qui sont postées sur Apple Store ou bien sûr Google Store. D'accord. Donc, c'est deux, on va parler aujourd'hui. D'accord. On y va alors? Les développeurs mobiles natifs. Alors,
Un développeur mobile natif, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est-à-dire? Oui. En réalité, nous ne voyons pas forcément le travail qui est fait derrière. On se lève, on télécharge Snapchat, on télécharge WhatsApp, on télécharge TikTok. Mais en réalité, c'est un ensemble de développeurs, d'accord, qui travaillent sur le langage informatique pour coder et donner le résultat que nous on a aujourd'hui. Où on dit, WhatsApp c'est intéressant, Facebook c'est intéressant, TikTok c'est intéressant, mais ce sont des développeurs mobiles qui ont fait le travail, qui ont fait ce chef-d'œuvre-là. Donc, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut maîtriser au fait le b.a.-ba du langage informatique, du code, des algorithmes et tout. Parce que c'est pas qui veut qui devient développeur, mais qui peut et qui a les capacités, les compétences requises pour faire la chose. Donc, c'est un métier très respecté parce que c'est pas donné à n'importe qui de développer une solution et Apple va accepter ça et mettre ça sur son marché. C'est assez délicat. Ou bien tu développes une application et puis Google va accepter mettre ça sur son marché. C'est assez délicat. Est-ce que vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de développeurs natifs. C'est des gens Pourquoi natifs? Tout à fait. C'est des gens qui comprennent le langage du système d'exploitation iOS. Okay. Et c'est des gens qui comprennent le langage de Google et Android, Kotlin. D'accord. Donc là, on est en train de parler des développeurs qui sont spécialisés dans le langage iOS. Exactement. Uniquement pas Android. iOS. Non, les deux. D'accord. iOS et Android. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on parle de natifs. C'est des gens qui sont allés à la source de la connaissance, qui maîtrisent dans quel langage est codé le système d'exploitation iOS. Parce que lorsque vous allumez votre téléphone et iPhone vient, c'est un système d'exploitation qui est derrière. Ce sont des algorithmes qui interagissent. C'est-à-dire que l'appareil en lui-même ne peut rien donner. Ça, c'est le hardware. Maintenant, le software, c'est le système d'exploitation qui tourne sur l'appareil. Donc, les développeurs natifs, c'est des gens au fait, qui comprennent comment fonctionne le système d'exploitation iOS et propose maintenant des applications qui sont compatibles à ce système d'exploitation-là. Comment on en arrive à comprendre le langage à ce point, au point de créer des applications dédiées? Non, aujourd'hui, le monde a évolué. Parce que sous d'autres cieux, tu es obligé de faire la programmation avancée, d'être quelqu'un de très carré, de très rigoureux et tout. Mais aujourd'hui, avec les systèmes d'intelligence artificielle et les systèmes embarqués, on a des codes. Les codes sont générés automatiquement par l'IA. Mais si tu n'as pas un minimum de connaissances, un minimum de logique informatique, tu ne peux pas faire le travail. C'est pour cela, c'est des gens qui sont très recherchés. Au Bénin, on peut pas citer 20, pas citer 20 développeurs mobiles natifs, c'est-à-dire que des gens qui comprennent le langage Apple et le langage Android. Mais comment justement on devient alors développeur mobile web natif si tant est que c'est extrêmement compliqué à vous entendre, en tout cas de mon point de vue, le fait de comprendre le langage informatique. Tout à fait. Comment on arrive alors finalement à aller vers ce métier? Merci bien. Alors c'est pas un métier aussi compliqué que ça. Il faut être curieux, d'accord? Il faut aimer les recherches. Dans aucune université, on ne va pas vous apprendre à coder. Non. C'est sur la base des expériences. L'université peut vous soumettre même des expériences. Ok, tu viens le matin, tu as Internet, tu as ordinateur devant toi, propose-nous quelque chose. Propose-nous, hello, tu vas écrire un programme qui va afficher bonjour par exemple. Donc on part de là et c'est des expériences sur des expériences. C'est pour ça qu'on doit dire à nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, rien n'est impossible. Si tu as la volonté de développer une application, tu vas le faire. Et c'est un plus parce que c'est un métier très recherché partout dans le monde. Tu peux être au Bénin et prendre un projet d'application en France et travailler. C'est ce qui est intéressant dans le numérique, c'est que tu n'es pas obligé de te déplacer ou bien d'avoir tel diplôme. Non. Est-ce que tu as la compétence? Oui. Quelle application tu as développée déjà et Apple a accepté? Envoie-nous le lien, on ira voir les références développeurs. Ça suffit largement pour qu'on puisse te confier un projet parce que quelqu'un qui veut te donner des millions pour développer une application mobile doit s'assurer que tu as des références chez Apple, tu as des références chez Google. Ça là suffit seulement pour te confier de la attention jusqu'à ce que Apple a pu accepter au fait ton produit sur son marché
applicatif, c'est que quelque part, tu as quelque chose dans la tête. Mais ici au Bénin, justement, est-ce qu'on a des écoles qui permettent aux jeunes qui désirent apprendre ou bien étudier dans le domaine du numérique, mais spécifiquement comprendre le langage programmatique? Merci beaucoup, madame. Alors, de par mon expérience... Sans appeler le nom des établissements, bien sûr, mais avoir une idée de leur existence. Avec mon expérience dans le numérique depuis 2010, je peux compter le nombre d'établissements ou d'universités qui offrent réellement un programme de développeur mobile. Par contre, on a des jeunes, ou même moi-même en question, on a appris sur le tas. On a appris à faire des recherches, à comprendre un certain nombre de choses. Et puis, on a voyagé grâce à différents programmes internationaux dans le numérique qui nous ont accompagnés. On a pu voir ce qui se passe ailleurs, se faire former et maintenant revenir pour mettre en place des centres. Par contre, il y a des centres dans le numérique aujourd'hui qui vous accompagnent pour avoir la compétence en développement. Et pour comprendre réellement le langage, ou bien parce qu'on remarque aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup d'applications sur le marché. Tout à fait. Des gens vous disent, OK, j'ai envie de mettre en place une plateforme de e-commerce. On crée son application. J'ai même l'impression que parfois, on crée l'application juste pour créer l'application. Mais une fois sur la plateforme, vous vous rendez compte que tous les aspects ne sont pas pris en compte. Exactement. Mais justement, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'ici au Bénin, on a la capacité réellement d'enseigner le langage véritable de l'informatique aux jeunes? Si. Vous savez, la meilleure façon d'apprendre, et je le dis toujours, c'est de mettre l'apprenant à l'épreuve. D'accord. C'est de lui confier, par exemple, un projet de développement d'application mobile. Et là, l'obligation de résultat. Et lorsqu'il va se casser la gueule, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va venir vers vous et puis vous allez lui donner des orientations. On a des Béninois qui ont développé des applications à l'international. Je ne vais pas citer des noms. Beaucoup de Béninois, et dans ces conditions, on va t'appeler. On a eu beaucoup de sollicitations à l'international pour travailler dans d'autres pays. Bon, si tout le monde part, qui va rester? C'est pour vous dire que c'est pas impossible. Il faut un peu de discipline. Au niveau des jeunes. Des jeunes. D'accord. Et la volonté d'apprendre. Parce que on remarque aujourd'hui, un jeune aujourd'hui ne peut pas ne pas prendre son téléphone chaque 2 minutes. C'est pas possible. Alors que un développeur ne doit pas être distrait. Tu dois être vraiment concentré et travailler des heures d'affilée, voire même des jours d'affilée pour régler un problème. Aujourd'hui, avec la distraction, les réseaux sociaux, chaque 2 minutes, on doit prendre son téléphone au hasard pour voir une blague ou bien pour voir un statut. Normalement, pour être réellement concentré et aller au bout de sa programmation, il faut véritablement s'éloigner des distractions. Exactement. D'accord. Alors, quel type de formation pourrait-on suivre pour devenir développeur web, mobile, natif? Très bien. Alors, on ne peut pas se lever comme ça pour être développeur natif. D'abord, il faut commencer par la base. C'est-à-dire? Il faut les bases en numérique. Okay. Tu ne connais pas comment tape arrobase sur ordinateur. Ça, vous revenez toujours là-dessus. Et tu veux faire les raccourcis, clavier. Voilà. En réalité, c'est la base, au fait. D'accord. Ensuite, il faut une formation en rédacteur web. Parce que vous voyez des applications, on rédige. Il y a des textes dedans. Donc, on fait appel aussi au rédacteur web. Il faut maintenant le graphisme. Tu ne peux pas vouloir développer une application mobile sans connaître l'interface graphique. Ce n'est pas possible. Donc, il faut des compétences en graphisme. Maintenant, il faut aussi des compétences web. Web, c'est-à-dire connaître développeur un peu... web. Oui. Okay. Oui. Les API, tout ça. Et API, c'est? Bon, API, c'est des langages de communication, en fait. C'est des API pour connecter peut-être deux interfaces ou bien 2 périphériques. Est-ce que vous voyez? Ce n'est qu'après ça, maintenant, que tu dois t'initier maintenant à la programmation orientée objet. D'accord. La programmation orientée objet, Java, C++, et puis après, maintenant, t'initier maintenant au langage de Apple et puis langage de Google pour accentuer. Et maintenant, fais beaucoup d'expérience. Prendre des projets et travailler gratuitement. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas travailler gratuitement. Ils pensent que, bon, oui, j'ai un peu de compétences, ok, donnez-moi tant, alors que tu n'as pas réellement la compétence. Donc, c'est à force de travailler sur des projets digitaux, sur des projets de développement mobile, et ça va te donner assez de compétences maintenant pour aller sur le marché international. D'accord. Donc, voilà un peu quelques formations que nous recommandons. De quelle durée?
Bon, aujourd'hui, c'est pas dans la durée, hein, c'est dans l'application. Et en un an, quelqu'un qui fait ses formations, en un an, il peut quand même se voir développeur mobile. D'accord. Oui. D'accord. Alors, quels sont alors les débouchés quand on finit, qu'on est développeur mobile natif? Quels sont les débouchés? Alors, le premier débouché qui saute à l'œil tout de suite, là, c'est que tu es développeur d'applications mobiles. D'accord? On te sollicite, d'accord, dans plusieurs projets pour la conception d'applications mobiles. Aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas une application mobile aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle puisse atteindre beaucoup de cibles parce que la majorité des gens qui, quand on se lève, on prend son téléphone portable pour regarder les nouveautés, les applications. Donc, les entreprises, on leur recommande même de créer des applications mobiles pour avoir leur identité. On ne va pas appeler les noms, mais aujourd'hui, les réseaux de télécommunications, aujourd'hui, ont leur application mobile. Les banques, aujourd'hui, ont leur application mobile pour être beaucoup plus proches, au fait, de la clientèle. C'est très important. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des gens qui ne chôment pas. Quand tu as la compétence en développement mobile, tu es à la maison, on vient te chercher, même pour des projets internationaux. D'accord. Donc, en résumé, très rapidement, qu'est-ce qu'on retient du métier de développeur mobile natif? En quelques secondes. Alors, un développeur mobile natif, c'est quelqu'un qui est très recherché déjà, d'accord, qui doit faire beaucoup de formations dans le domaine du numérique avant d'en arriver là. Et c'est quelqu'un qui ne va pas chômer. D'accord. Oui, on persiste sur ça. Le numérique ne permet pas. D'ailleurs, on ne chôme pas, non, pas du tout dans le Quand on voit les jeunes disent qu'il n'y a pas boulot, c'est faux, on tape sur tout le monde là, c'est la paresse. D'accord. Oui. Les jeunes devraient s'intéresser de plus en plus quand même à la formation et surtout aux métiers qui sont en lien avec le numérique parce que c'est véritablement l'avenir, n'est-ce pas? Alors, Ansbeh Abalo, merci. Je rappelle que vous êtes digitaliste et expert en intelligence artificielle. Avec vous, on parlait justement du métier de développeur mobile natif. Bon retour à vous et très belle semaine de travail. Merci beaucoup, madame. À votre suite, on installe Tadagbe Valère Ronceau pour nous parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Ce midi, nous sommes dans une ferme et on apprend les techniques d'élevage des olacodes. Tadagbe Valère Ronceau, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour chers amis téléspectateurs. Te parler? Non. D'accord. Faut pas commencer. J'espère que vous allez bien. Ça va. D'accord. Alors, ça va très bien. Les olacodes, on en parle? Oui. Olacode, pour nous, même si on utilise à tort le nom, quand on parle de agouti, oui. C'est ça, hein? Oui. Vous pouvez parler des agoutis. Oui, les agoutis. Okay. Bon, les agoutis, vous savez, aujourd'hui, c'est devenu un business parce que la viande de brousse est très fortement demandée parce que on est trop habitué à manger du poulet, on est habitué à manger du mouton, tout ça. Et la classe moyenne aujourd'hui, africaine ou béninoise, a besoin d'autres saveurs. Et vous savez, pour nous qui avons grandi au village, avoir une opportunité pour déguster de la viande de brousse, c'est vraiment recherché aujourd'hui. Les gens sont prêts à tout payer pour se rappeler de tout ce dont ils avaient l'habitude de manger. Bien sûr. Bien sûr. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Hein. Ben, si tu n'aimes pas ça, ça veut dire que soit tu es un enfant de Cotonou ou tu es un enfant de Porte-Nouveau sans tes parents n'ont jamais été au village. Si tu es un enfant de village qui est né au village, élevé au village comme moi. Moi, je ne suis pas né au village et pourtant j'aime cette viande. Bon, c'est pour ça que tu dis que le goût est relatif. C'est pas parce que Rebecca n'aime pas la viande de brousse que Taragbe ne va pas manger la viande de brousse. C'est comme le cochon. Il y a des gens qui n'aiment pas le porc et il y a d'autres qui aiment. Alors, aujourd'hui, c'est devenu un business, surtout en Côte d'Ivoire. Et depuis longtemps, on a toujours cru que c'est seulement les Ivoiriens qui sont les pionniers, alors que c'est au Bénin. Il y a les vrais pionniers. Les tout premiers producteurs d'agoutis sont ici au Bénin, dans un village qu'on appelle Tatonokon. Moi, j'ai toujours cru que c'est seulement des viandes de brousse. Comment on peut élever encore des viandes de brousse? Très bien. L'agouti, c'est une viande sauvage, c'est un rongeur sauvage qu'on a domestiqué, que les chercheurs ont pu domestiquer. Et on les soumet à un régime alimentaire qui est composé de biomasse. Et quand on parle de biomasse, de fourrage, comme le panicum maximum. Panicum maximum, c'est une plante fourragère que les agriculteurs avertis connaissent. Et aussi le manioc frais mélangé avec des maïs secs et tout. Donc, tout ce dont l'espèce avait besoin dans sa faune, bien dans l'état sauvage, on lui apporte à la maison. Et là, cette viande, elle est plus propre que la viande sauvage. Pourquoi? Parce qu'elle est domestiquée.
on maîtrise son alimentation et on ne lui apporte pas des provenants chimiques de synthèse juste, on l'enferme quelque part et on lui donne ce dont l'animal a besoin pour exploser le maximum de son potentiel génétique. Et aujourd'hui, j'en parle parce que c'est un business très rentable. Ok, on y va. Un business très rentable parce que l'élevage d'agouti est 2 fois plus rentable que l'élevage de poulet chair. Parce que ça ne vous demande pas des concentrations, ça ne vous demande pas des proventes qui coûtent excessivement cher. Vous savez, dans l'élevage de la volaille, la provanderie coûte jusqu'à 70% des dépenses. Or, dans le cas de la côte, nous avons déjà la majeure partie de son alimentation tout autour des cases. Et par exemple, les fourrages, ça existe abondamment dans les villages. Les branches de palmier à huile, c'est pas ça qui va manquer. Ce dont vous allez avoir besoin en plus, c'est de faire un champ de maïs et un champ de manioc et leur donner à manger. Et le kilo de viande de pois vif au village, chez les producteurs, est entre 3 500 jusqu'à 5 000 francs. Et un agouti majeur, après 12 mois, est déjà majeur, peut aller jusqu'à 5-6 kilos. Tu t'imagines? 5-6 kilos. Pas agouti. Wow. Poids moyen. Bon, et on vend selon le poids? Le poids extrême. Le poids moyen, c'est autour de 3 kilos, 2,5 kilos. Et on vend au poids? On vend au poids. Donc, quand tu viens acheter, on pèse. Vous voyez? Le seul bémol qu'il y a au niveau de ce business, c'est le bruit. Okay. Le bruit va te faire... On ne dort pas. Non, c'est pas quel bruit? Dans l'élevage des agoutis, on ne fait pas de bruit. Okay. C'est des animaux qui sont sauvages. Très sensibles. Très sensibles au bruit. Okay. Et avec le bruit, ils peuvent se blesser. Et ça peut même créer un avortement. Ça peut créer des bagailles, ils vont commencer à s'entretuer entre eux. Okay. Donc, si tu fais du bruit dans un élevage de la côte, le gars il peut te porter plainte. Okay. Donc, c'est ça le seul frein. Sinon, c'est un élevage qui est très rentable, dont le grand public ne maîtrise pas complètement les codes. Et aujourd'hui, il y a Internet, il y a tout ce qu'on peut pour chercher ce qu'on veut. Mais j'allais demander, quelle est la source? On parle de quelle source pour avoir ces autres, pour avoir ce type de la côte? On parle de la source sauvage. Okay. Qu'on a domestiqué. C'est domestiqué depuis des dizaines d'années. Okay. En Afrique. C'est domestiqué. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont domestiquées, comme le lapin. C'est le lièvre qui a été domestiqué pour être lapin. Donc, c'est la même chose que l'agouti. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, l'agouti a une particularité parce que vraiment, il n'a pas laissé son instinct sauvage. C'est pour ça que le matériau de l'élevage est un matériau dur et définitif. D'accord. Les barrages sont en fer. D'accord, galvanisé, sinon ça va couper. D'accord, merci Taragbe Valère. Je t'en prie. Taragbe Valère Rossou, merci. Alors non, aujourd'hui Taragbe, je ne te libère pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Je te réquisitionne pour le débat. On installe donc mes autres invités pour le débat. On y va. Alors, depuis que le monde est monde, depuis la création de toutes choses, depuis que les êtres humains cohabitent, les conflits n'en manquent pas. Qu'en est-il donc de 2 personnes qui ont reçu des éducations différentes et qui ont leurs familles respectives, qui ont quitté donc leurs familles respectives pour en former une autre? La vie de couple n'étant pas un long fleuve tranquille, ce midi, on vous pose et on se pose également cette question. Règlement des conflits conjugaux, puis-je saisir le patron de mon époux ou de mon épouse? Pour répondre, chacun de mes invités donnera son point de vue et va argumenter simplement et si possible aller sur des cas pratiques. Alors ce midi, nous discutons avec Simplice Dossou. Simplice, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? D'accord. Et à côté de vous, la coach Joanne Kenom Fanou. Plaisir de vous revoir par ici. Vous nous avez manqué. Les téléspectateurs me chargent de vous le dire. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Saint-Tiche Quimpon, habituellement challenger par ici les mardis, mais bon, aujourd'hui, en tant qu'épouse, elle va partager son expérience avec nous. Et bien sûr, Taragbe, qu'on ne voit jamais dans le débat, il finit à peine, il part déjà aujourd'hui. Il répond comme ça et il s'envole. Aujourd'hui, non, on le garde. Alors, chers amis, je commence par Simplice Dossou. Je le disais en entame, c'est pas forcément un débat. Chacun de vous va donner juste son point de vue sur la question et argumenter. Voilà.
C'est de ça que j'ai besoin aujourd'hui. Et si j'ai des relances, j'interviens. Alors, règlement des conflits conjugaux, puis-je saisis le patron de mon époux ou de mon épouse? Votre réponse serait quoi? Argument à l'appui. Ok, merci beaucoup. Et vous savez, comme on le dit toujours, et pour que la société soit toujours en paix, il faudrait que le foyer, que chaque foyer soit aussi en paix. Donc, quand il y a conflit dans le foyer, ça doit faire penser deux hommes, deux personnes, je vais dire, une femme et un homme. Et d'abord, il faut se poser la question où ces deux personnes se sont retrouvées, la femme et l'homme. Parce que tout part d'une base. Lorsque vous avez une base et que vous vous êtes dit oui, nous sommes là, on a pris des décisions ensemble pour vivre ensemble, pour que dans le foyer, nous puissions mener notre vie jusqu'à une destination. Les problèmes n'en manqueront pas d'ailleurs. Mais lorsque les problèmes viendront, il faut que chacun se dise quelle solution trouver. Pourquoi vous avez commencé par les arguments d'abord? Oui, il faut pas. Oui ou non? Est-ce qu'on peut saisir le patron de son époux ou de son épouse? Oui, on peut le faire. Parce que non, on ne peut pas faire. Parce que vous ne pensez pas argumenter. Pertinente où on ne peut pas d'abord répondre en non, disant il faut oui répondre. Ou non. Si, il faut répondre. Oui ou non? Non. Non, on ne peut pas saisir. On ne peut pas saisir le patron de son époux, de son époux. Quand il y a conflit. Quand il y a conflit dans le foyer. Oui. Quand il y a conflit dans le foyer, si déjà ce conflit dépasse vous deux, il y a des personnes que vous pouvez saisir, qui soient proches de vous. Et si ça dépasse ces personnes, on peut encore procéder autrement pour se faire entendre. Mais lorsque vous mettez pied dans les locaux de votre conjointe ou de votre conjoint et que vous exposez le problème, je pense que ce n'est pas la meilleure option, ce n'est pas la meilleure solution. Parce que l'environnement dans lequel il est au service, ça pourrait toutefois aussi devenir encore un obstacle pour sa propre vie d'abord. Vous voyez. Donc lorsque les problèmes viennent, lorsque le conflit est là, il ne faut pas d'abord penser que oui, j'irai voir le patron de mon épouse ou bien de mon époux pour pouvoir trouver solution à ça. Et lorsque une femme le fait ou bien lorsqu'un homme le fait, ça va sous-tendre assez d'interrogations. Comme par exemple, le patron, quand tu lui poses le problème, quelle relation vous lie et que c'est ce patron qui viendra régler le problème de mon foyer. Il y a des interrogations qui vont se poser. La femme peut se dire, quelle relation lie et que toi, tu vas toucher. Et si par exemple le patron est de sexe, si c'est une femme où l'homme est sous cette femme, il y a encore des interrogations. Donc c'est d'abord de s'assurer que oui, les proches n'arrive toujours pas à régler. Et quand vous voyez que c'est un problème très crucial et que ça nécessite une affaire où les juridictions vont intervenir, là, vaut mieux de passer par là. Mais lorsque vous allez toucher le patron de votre... Ça veut dire que ça peut toutefois créer danger pour le monsieur, bien pour la femme, et que même qu'il soit licencié ou pas. Pour vous, c'est non. C'est pas bon. D'accord. Merci. Coach. Merci. C'est une question un peu délicate. Mais en tant qu'accompagnatrice de couple depuis toutes ces années, je pense que les conjoints ont le droit de choisir qui ils veulent comme médiateur en cas de problème. Et comme dans le cas des entreprises, lorsque deux entreprises ont des problèmes, la loi prévoit qu'elles ont le droit de choisir un médiateur. Et ce médiateur, la loi n'a pas dit ça doit être forcément telle personne, ça doit être forcément tel type de personne. Ils ont dit ils peuvent choisir un médiateur. Le médiateur joue quel rôle? Son rôle consiste simplement à intervenir dans un foyer qui est en litige ou en conflit pour essayer de réconcilier ou d'arranger les problèmes. Le médiateur n'a pas obligation de résultat. À partir de cet instant, nous pouvons choisir qui nous voulons comme médiateur, à condition que nous soyons sûrs et convaincus que cette personne ne va pas nous amener vers une sortie qui ne nous arrange pas. Et donc, alors, pour revenir à la question, puis-je saisir... Puis-je saisir le patron de mon conjoint ou de ma conjointe? Je pense que oui, c'est fort possible. Ça arrive très souvent, même moi, j'ai déjà reçu des cas où les conjoints ont eu recours dans un passé à l'aide et au soutien positif du patron ou de la patronne de l'un ou de l'autre. Et ce n'est pas que ces patrons sont toujours mauvais.
ils font de leur mieux parce qu'il y a des personnes qui ont eu le temps de construire une relation très solide dans leur environnement professionnel. Ce qui fait que ces patrons, il y a des patrons qui sont des parrains de mariage, il y a des patrons qui sont des marraines de mariage, il y a des patrons ou patronnes qui sont les marraines des enfants du couple. Et donc, il y a une relation qui s'est tellement créée et qui a transcendé les réalités du monde professionnel et qui est devenue une relation fraternelle. Je pense qu'il est possible de faire appel à ces personnes pour régler des litiges ou des conflits. Toutefois, comme on le dit, rien n'est vrai, rien n'est faux, rien n'est statique, tout est dynamique. Du coup, il y a des cas dans lesquels cela n'a pas toujours tourné comme il le faut. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, je retiens qu'à ma droite, il y a un oui et il y a un pour et il y a un contre. D'accord. Il y a pour chez la coach Fanou et il y a contre chez Monsieur Dossou. Les jeunes. C'est qui les jeunes là? Je savais qu'en disant ça allait. Je commence pas cette tiche. On y va. Cette tiche que pour on y va. Cette tiche, on y va. Moi, je dirais d'office, non. Non. Non, de par la normalité des choses. Ce qui est normal, c'est qu'une personne, un couple, une femme ne peut pas se lever maintenant pour aller voir le patron de son mari pour lui dire les problèmes qu'ils ont, des problèmes familiaux de couple qu'ils ont. Donc la normalité, c'est non. Quand on prend le patron, qu'est-ce qu'il est pour vous? Il est votre chef hiérarchique. Du coup, quelle relation vous liez? Quel lien vous liez? C'est un lien de service et de travail. Enfin, un lien professionnel. Professionnel. Vous travaillez et en échange, il vous paye. Il y a une rémunération. Maintenant, comme l'a dit tantôt la coach, il n'y a pas de il n'y a pas à être catégorique sur une réponse. Par exemple, si votre patron, si j'ai un patron à moi qui est le parrain de mon mariage ou le parrain de mes enfants et que on a une relation qui dépasse la relation qu'on a au sein de l'office du travail qu'on fait, je peux lui confier des choses. Mais je dis d'office que ça n'a pas de logique. Je ne peux pas me lever, ma femme ne peut pas, enfin, mon mari ne peut pas se lever et aller dire les problèmes qu'on a à mon patron au bureau. Non, c'est pas qu'il va forcément dire les problèmes que vous avez, mais bon, les problèmes sont déjà là. Il cherche maintenant moyen de régler le problème et peut-être que vous avez discuté. Bon, en tout cas, je retiens que... Le problème ne peut pas se régler avec un patron. D'abord, je pense que c'est pas normal d'aller chercher des médiateurs hors du coco familial. Pour moi, c'est quasi impossible d'aller voir mes beaux-parents et leur dire il y a tel. J'ai du mal avec ça. Le patron. Et plusieurs, un patron. Donc, c'est impensable. C'est non chez Saint-Tiche. Talagwe Valère Ronsou, j'ai déjà une idée de la réponse, mais bon, je pose quand même la question. Quelle réponse, Didi? Non. Il faut que les téléspectateurs entendent réellement ce que vous allez dire. Non, pour moi, c'est oui et non. Oui et non. Ok, défendez. Oui, pourquoi? Parce que, vous voyez, moi, de par mon expérience dans mon domaine personnellement, j'ai des collaborateurs avec qui je suis très proche. Donc, hormis le service, patron, cette année, j'ai fait économie de temps, je vais acheter quoi? Que puis-je acheter avec l'argent? Que me conseillez-vous? Il y a des employés à moi que j'ai conseillé à acheter des terrains, acheter des motos neuves, ou bien à louer des terres pour planter des maniocs, tout ça. Donc, l'employé avec qui je fais tout ça, le boulot, après le boulot, il est encore mon frère. Donc, il peut venir à la maison, il peut manger avec moi, mais ce n'est pas avec tous les employés. Donc, si on a ce genre de relation, ou bien cette relation-là, c'est-à-dire que je ne suis pas que son patron, je suis son grand frère ou son petit frère parce que mon employé est plus âgé que moi. Donc, si on partage des relations hors du cadre professionnel, je crois que... on peut aller lui dire, parler de ses problèmes. Ma femme, ou bien si par exemple c'est moi l'employé et j'ai cette relation avec mon patron, ma femme peut se rapprocher de mon patron ou de ma patronne pour lui en parler. Parce qu'elle sait
que ce dernier ou cette dernière est la personne qui peut influencer positivement ce qui se passe dans le couple et calmer les nerfs. D'accord. Et non, pourquoi? Parce que un patron reste un patron. Si on n'a pas de relation particulière au boulot, au cadre du travail, et mon conjoint ou ma conjointe est allé se plaindre à ma patronne, ça veut dire qu'elle est en train de me ronir. Et moi, avec ma fierté d'homme, je ne pourrai jamais l'accepter. Ça peut même aboutir au divorce. Parce que ma vie privée reste la vie privée et la vie professionnelle reste la vie professionnelle. Si elle s'en va dire ça au boulot, et mon patron, il est mon patron au boulot. Ce que je fais de ma vie, le portail, du cadre professionnel ne le regarde pas. Il peut me payer mon salaire et je vais fumer un joint avec. C'est pas son problème. D'accord. Donc, c'est un peu ça. On n'a pas retenu la dernière partie là. Alors, Monsieur Dossou, puisque vous soutenez le fait qu'il ne faut pas du tout aller vers son patron, le patron de son conjoint ou de sa conjointe pour parler des conflits au niveau du couple. Alors, dans le cas où, par exemple, l'homme ne prend pas en charge ses responsabilités au sein du couple, il ne donne plus l'argent de popote, il ne nourrit plus les enfants et à la limite, il a découché carrément. La femme, est-ce que dans ce cas-là, vous autoriserez la femme à aller vers le patron de son homme pour essayer une sorte de dédommagement, parce que parfois il arrive même que des patrons, depuis virent une partie du salaire à l'épouse parce que l'homme a failli à ses devoirs. Est-ce que dans ces cas-là, vous allez dire oui? Non, je dis non. Je dirais toujours non. En ce sens que si on a une femme sage, quels que soient les problèmes du foyer, et que tu sais que le mari que tu as, même s'il est un soulard, et qu'il pose des actes qui sont inadmissibles jusqu'à vous abandonner, il y a des voies normales par lesquelles vous pouvez passer. Si par exemple vous saisissez le patron et que le patron est informé de tout ça là, peut-être que dans le service ou bien au service plutôt, il possède des actes et on est en train d'enregistrer. Et ça là vient encore s'ajouter, on peut le licencier. Maintenant, s'il est licencié, est-ce qu'il pourra trouver encore de l'argent pour régler le problème qu'il y a à la maison? Non. Donc, il y a des centres sociaux que vous pouvez saisir. Il y a tous les moyens légaux que vous pouvez toucher, vous pouvez saisir pour que vous puissiez avoir satisfaction. Mais dire aux femmes ou bien dire aux hommes d'aller dans le service de leur conjointe pour pouvoir trouver solution à leurs problèmes, ce n'est pas la meilleure option. D'accord. Ce n'est pas la meilleure option. Il y a des voies et moyens qu'on peut passer pour trouver solution normale. Même quand il ne vous donne pas à manger, bien sûr, bien sûr. Il serait même mieux que la justice prenne ça en charge, que vous-même vous alliez et que le patron, ça devient encore autre chose. Parce qu'il y a certains, un instant, il y a certains, par exemple, certains patrons, ils peuvent profiter de ça et même arracher la femme. Oui. Il y a des gens qui font ça. Il y a aussi certaines patronnes profiter de ça et arracher l'homme. Donc le mari, bien sûr. Donc il y a ces cas-là qui arrivent. Et on arrache quelqu'un. Bon, la personne part, non, ou bien de sa propre volonté. Non. Bon, c'est ce que j'ai toujours cru. Hein. D'accord, je me suis trompée alors. Coach Fanou, alors, il y a certaines personnes qui disent que une femme qui se lève pour aller se plaindre au niveau du service de son mari a déjà un pied dehors. Elle veut déjà partir. Et avant de partir, genre, je garde d'abord son boulot avant de partir. Est-ce que vous êtes d'avis? Vous savez, chacun a ses manières de voir les choses. Les gens interprètent beaucoup les comportements des uns et des autres sans comprendre le fond, sans comprendre l'état émotionnel dans lequel l'autre personne a agi. C'est très facile de dire oui, non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais lorsque vous comprenez un peu comment le déséquilibre émotionnel se produit lorsqu'il y a un conflit, un litige sérieux dans le couple, la manière dont les choses se produisent, la manière dont la femme est déroutée, la manière dont la femme est... Il y a des actes que l'on pose sans s'en rendre compte parce que émotionnellement ça ne va pas bien. Donc moi je me garde toujours de juger qui que ce soit. La femme peut même faire plus pire. Elle est la seule à savoir quelle est cette force qui l'a amenée à poser cet acte. Parce que c'est toujours lorsque nous en avons marre, lorsque nous avons épuiser toutes les ressources que nous avons pour tenir, que nous
nous voyons en train de commettre des actes que les autres commencent par dénigrer. Donc, je pense que moi, je n'ai pas d'avis par rapport à cela. Mais je crois également que la médiation doit être ramenée à sa place dans nos sociétés pour que les gens sachent que la médiation est quelque chose d'important, de sérieux, et que lorsqu'on est fatigué, ça ne va pas dans le couple, qu'on a le droit de chercher un médiateur. Sous d'autres cieux, il y a des diplômes d'État pour le médiateur. Ici, de plus en plus, nous avons des certifiés pour le métier de médiation familiale parce que c'est un boulot à part entière. Cela répond à des règles, à des techniques. Il y a des compétences dont le médiateur doit disposer pour faire son travail. Alors, si nous comprenons cela, nous ne pouvons plus nous lever pour aller vers n'importe qui pour qu'il soit un médiateur. Mais il faut chercher des professionnels de la médiation. Il faut chercher les gens qui ont été formés pour et qui sont neutres, qui ne vont pas devenir des personnes impartiales, des personnes qui prennent parti, des personnes qui vont profiter de votre vulnérabilité de ce temps. Parce que lorsqu'il y a un conflit, que ce soit l'homme ou la femme, chacun devient vulnérable. Il faut aller vers les gens qui sont formés pour la médiation pour être sûr que vous aurez des solutions qu'il faut. Sinon, parfois, comme il a dit, ça gâte encore tout. Mais personne n'a jugé. Elle est libre d'aller où elle a jugé bon en ce moment-là. Si ça ne marche pas, elle va chercher une autre solution. Tout simplement. Saint-Tiche Quimpon, apparemment, vous n'êtes pas d'avis par rapport avec la... Pas tout à fait, pas tout à fait, parce que j'ai un problème avec... Je suis d'avis, je suis d'accord que tous autant qu'on est, hommes comme femmes, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais il y a des normes. On a tous une dignité, on a tous quelque chose qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Moi, j'aimerais pas que quand j'ai un problème à mon mari, qu'il aille voir mon patron au boulot pour lui dire ça. On a besoin de médiation, oui. Pourquoi ne pas trouver cette médiation-là dans notre famille directe, les proches, les parents directs. J'ai même pas dit un cousin, une tante lointaine va lui... Non. La vie à deux, c'est tellement compliqué à gérer déjà entre ces deux personnes qui se disent s'aimer, que si on va chercher une médiation, une médiation avec une tierce personne avec laquelle on partage un lien professionnel, ça va être encore plus compliqué. D'abord, il y a des mauvaises intentions. On ne sait pas celui qui est en face de nous, le patron qui me sourit tout le temps, est-ce que vraiment il me porte dans son cœur pour que ma femme vienne lui dire mon mari a fait ci, mon mari a fait ça. Il n'y a plus aucune crédibilité au boulot. J'ai vraiment un problème avec ça. D'accord. Et je pense qu'il ne le faut pas. Même la famille directe, je dis et je le répète, j'ai déjà un problème avec ça. Donc, aller juste côté professionnel, c'est mort. Non, nada. Non. D'accord. Taragwe Valère Rossou. Alors, quand on vous écoute, on sait que vous êtes mitigé. Vous avez un avis mitigé. Oui, mais non, mais. Ok, Taragwe. Dans le cas précis que j'ai donné, j'ai cité tout à l'heure à Monsieur Dossou, je disais que dans le cas où la femme ne reçoit pas de pension alimentaire, le monsieur il ne donne plus l'argent de popote et tout ça, vous êtes d'accord que la femme, même s'il n'y a pas de lien de parenté, parce que pour vous, chez vous, c'est qu'il y a un lien de parenté très rapidement, est-ce que quand même vous êtes d'avis que la femme aille voir votre patron pour se plaindre? Si le mari ne donne pas de popote, c'est pas au patron de... Le patron peut enlever ça de votre salaire et envoyer à votre femme, n'est-ce pas? Ce n'est pas légal. Mon salaire, c'est mon salaire. Je peux poursuivre mon patron, poursuivre même l'entreprise pour ça. Ils n'ont pas le droit de couper de mon salaire pour donner à une femme. Non. D'accord. Maintenant, c'est même mieux que la femme aille voir le patron que d'aller voir Bokono. Maintenant, si la femme a eu à faire ça, il faudrait quand même que l'homme aussi se ressaisisse. Je vais conseiller à la femme de ne pas aller vers le patron parce que c'est-à-dire aller trop loin, c'est l'humilier. Et ça peut amener l'homme à divorcer. Peut-être que l'homme faisait ça
Et bon, il n'était pas sûr de tout ce qu'il faisait, mais à un moment donné, il se dit, peut-être que l'homme a des difficultés financières. Il y a des hommes qui sont orgueilleux. Il a pris un prêt quelque part pour acheter un véhicule ou bien pour lancer une construction d'une maison qui ne termine pas. Et il est en location avec sa femme. Mais il ne dit pas tout à sa femme. Il va faire le garçon endurer. Et malgré ça, il trouve dans son petit grouillement là, 1000 francs, 2000. Et la dame voit que ce n'est pas suffisant. Elle s'en va parler de ça à son patron. Le patron, peut-être la dame est une belle dame. C'est bon, on aura compris. Merci. Et dire que ton mari, c'est un vaurien. Merci. Il est l'heure, on doit clôturer. Alors, c'est tel que... J'ai envie d'ajouter que... En une seconde. Oui, une seconde, c'est terminé. Hein. Au sein de l'entreprise, il y a deux collègues qui s'aiment et qui sont en couple. Le patron n'a pas à s'immiscer dans leur vie. D'accord. Ah non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'amour au boulot. Hein. Ah, non. Écoutez, c'est bon. Je vous vis, vous les deux. C'est bon. Merci, chers amis, pour ce moment de partage d'idées. C'est comme je le disais à l'entame, il s'agissait véritablement de recueillir donc vos avis et vos arguments, ce qui a été fait. On retient que le dialogue et la communication au sein du couple sont toujours plus importants. Certains vous diront que le linge sale se lave en famille. Mais quand le linge est trop sale, peut-on faire appel à d'autres mains pour nous aider à laver? Je vous laisse donc avec cette question, chers amis. Merci de méditer là-dessus. En attendant qu'on se retrouve demain à la même heure, 12h sur le rendez-vous de midi. Merci pour votre fidélité. Bye bye.